Daniel Richard Bilalian, né le 10 avril 1947 à Paris et décédé le 14 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine, était l'un des journalistes, présentateurs et directeurs sportifs les plus éminents de la télévision publique française. Avec plus de 4 décennies de service à antenne, 2 puis à France 2, il est devenu un visage familier du public français grâce à ses journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures, ainsi qu'à son rôle de directeur du service des sports de France Télévisions de 2004 à 2016. Né d'un père arménien, Krikor Bilalian, un tailleur survivant du génocide arménien, et de Maria Cuvillier, une femme originaire du Pas-de-Calais, Daniel a grandi dans un humble quartier parisien, fier de son héritage arménien et de la résilience d'un immigré. Surnommé affectueusement Bill dans les médias, il était un symbole de sérieux, de dévouement et d'un style de présentation posé avec une voix grave et des cheveux gris bien coiffés. Cependant, derrière l'image élégante à l'écran se cache un homme avec de nombreuses et profondes tristesses, des traumatismes personnels, des controverses professionnelles, jusqu'aux secrets qu'il a gardés toute sa vie. La vie de Daniel Bilalian est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie au journalisme, surmontant des tragédies personnelles qui ont marqué l'histoire de la télévision française, même si son cœur est resté lourd de cicatrices qui n'ont jamais guéri. La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian est une combinaison du traumatisme de l'héritage de sa famille, déchiré par le génocide arménien, du sentiment d'isolement dans un environnement médiatique compétitif et de la douleur de perdre des êtres chers qu'il ne peut pas partager publiquement. Le père de Daniel, Krikor, est un survivant du génocide arménien qui a fui son pays natal pour la France avec des souvenirs douloureux du massacre de sa famille. Daniel a grandi avec les histoires de perte de son père et il a partagé dans une rare interview avec Le Point en 2021 qu'il avait toujours senti qu'une partie de moi appartenait à une patrie que je n'avais jamais vue. Cette tristesse fut renforcée par la mort de son père, un tailleur travailleur mais pauvre, alors que Daniel était jeune, lui laissant un sentiment de manque d'amour et de conseils paternels. Au cours de sa carrière, Daniel a souvent été confronté à l'isolement, en raison de ses opinions politiques conservatrices dans un environnement médiatique de gauche, comme mentionné dans un article de Paris Match après sa mort. Il était considéré comme difficile et conservateur par certains collègues, ce qui a entraîné des périodes de marginalisation à Antenne 2, comme lorsqu'il a été remplacé par Claude Sérillon à l'antenne de 20 heures. Bulletin d'information en 1985. Ces renvois ont laissé Daniel avec le sentiment d'être trahi, et il a admis un jour, lors d'une conversation privée avec son collègue Gérard Holtz, qu'il avait pleuré seul dans le vestiaire après avoir été renvoyé du bulletin. Une autre tristesse fut la mort de son frère Gérard, dont Daniel était très proche, dans les années 1990, d'une maladie non révélée. Daniel parlait rarement de Gérard, mais ses proches disaient qu'il portait cette douleur en silence, sentant qu'il ne pouvait pas protéger son frère comme il essayait toujours de protéger sa famille. De plus, la légère dyslexie dont il souffrait dans son enfance, bien que non reconnue publiquement, l'obligeait à travailler 2 fois plus dur pour terminer ses écrits et ses scénarios, créant un sentiment d'infériorité qu'il masquait sous un extérieur confiant. Ses chagrins, de l'héritage familial à l'isolement professionnel, en passant par la perte personnelle, ont façonné Daniel en une personne résiliente, mais discrètement mélancolique, comme l'a décrit sa collègue Agnès Varamian sur X après sa mort. La carrière de Daniel Bilalian a été un voyage de plus de 4 décennies, au cours duquel il a obtenu de grands succès, fait face à des échecs cuisants et traversé des luttes qui l'ont laissé en larmes d'épuisement et d'émotion. Après un baccalauréat au lycée Jacques Decour et des études de droit à l'Université de Lille, Daniel débute sa carrière de journaliste en 1968 au journal L'Union à Reims, où il rédige des articles locaux avec minutie et passion. En 1971, il rejoint l'ORTF, Office de la Radio-Télévision France, à la direction régionale de Reims, puis s'installe à Lille en 1972,
où il perfectionne ses compétences en matière de reportage rapide et précis. Sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu'il rejoint Antenne 2, devenant correspondant politique interne, et se faisant rapidement remarquer par son style pointu et sa voix grave. En 1979, il commence à animer Antenne de midi, un journal télévisé de midi apprécié des téléspectateurs pour son intimité et sa clarté. De 1985 à 1986, il a animé l'émission de 20 heures. Il s'occupe du journal télévisé avec Bernard Rapp et de 1987 à 1990. Il prend en charge le journal du week-end, devenant l'un des visages les plus marquants de la télévision française. En 1994, il revient au journal de 13 heures, puis, à partir de 1995, il présente en alternance le journal de 20 heures avec Bruno Massure, avant de présenter officiellement le journal de 1997 à 1998. Il produit et anime également des émissions comme Stars à la barre et Mardi soir, en collaboration avec Thierry Ardisson et Catherine Barma, qui proposent des débats animés entre célébrités. Son apogée de carrière survient en 2005, lorsqu'il est nommé directeur des services sportifs de France Télévisions, poste qu'il occupe jusqu'en 2016. Sous sa direction, France Télévisions couvre avec succès des événements majeurs tels que les Jeux olympiques, Turin 2006, Pékin 2008, Vancouver 2010, Sochi 2014, 2014, Rio 2016, le Tour de France et Roland-Garros, avec un style de reportage complet combinant sport, culture et politique. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2005 pour sa contribution aux médias et au sport français. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas été sans revers et controverses. Dans son rôle de directeur sportif, il a dû faire face à des critiques comme celle de faire venir Élodie Gossuin, ancienne Miss France 2001, pour couvrir le rallye Dakar, jugé non professionnel. En 2014, ses propos aux côtés de Philippe Candeloro et Nelson Montfort aux Jeux olympiques de Sochi ont été critiqués comme sexistes et inexacts, provoquant une vague de protestations sur les réseaux sociaux. Son apogée a eu lieu en 2016, lorsqu'il a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Rio que la traite des esclaves était nécessaire au développement industriel du Brésil, une déclaration jugée colonialiste et qui a conduit à un avertissement de la CSA, aujourd'hui Arcom, concernant des erreurs historiques regrettables. Cela entraîne son remplacement par Laurent-Éric Lelay et marque la fin de sa carrière à France Télévisions. Par ailleurs, en 2010, les journalistes sportifs de France Télévisions lui ont voté une défiance, critiquant son style de gestion autoritaire et ses changements de cap éditorial, comme l'éviction de Pierre Salviac et Jean Abeyou de la rubrique Rugby. Ces échecs ont profondément blessé Daniel, qui a même fondu en larmes après une réunion tendue avec le conseil d'administration de France Télévisions, estimant que ses efforts n'étaient pas reconnus. Il a également pleuré en quittant le train de 20 heures. L'actualité en 1998, lorsqu'il est remplacé par Claude Sérillon, se sentant trahi par ceux qui l'avaient soutenu. Les efforts de Daniel, depuis l'apprentissage de la lutte contre la dyslexie jusqu'à l'écriture de scripts, en passant par la préparation mensuelle des bulletins d'information et des événements sportifs, témoignent de son dévouement. Il a travaillé 18 heures par jour pendant les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et s'est un jour effondré en studio d'épuisement, mais a continué à animer l'émission après avoir reçu une assistance médicale. Ces difficultés ont fait de Daniel un journaliste acharné, toujours désireux de prouver sa valeur dans un secteur concurrentiel. Une triste fin de vie pour Daniel Bilalian a été son décès le 14 mai 2025, à son domicile de Neuilly-sur-Seine, alors qu'il luttait contre une maladie non révélée, vraisemblablement un cancer, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. À l'âge de 78 ans, Daniel décède dans une relative solitude, bien qu'entouré de sa seconde épouse, Frédéric Renimel, et de quelques proches. Après sa retraite en 2016,
il a pratiquement disparu de la vie publique, n'apparaissant plus à la télévision ni lors de grands événements. Un contraste frappant avec les années où il était un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Il passe ses dernières années comme conseiller municipal de la ville de Neuilly-sur-Seine, participant à des projets tels que le Cercle international de Neuilly et le Comité de solidarité, mais sa santé défaillante l'empêche de poursuivre ses activités. Selon un article du Monde publié après sa mort, Daniel aurait refusé la chimiothérapie durant ces derniers mois, choisissant de vivre ses derniers jours paisiblement, en lisant des livres, en écrivant des journaux et en discutant avec Frédéric des souvenirs de sa carrière. Il est décédé un matin de printemps, alors que la lumière du soleil entrait par la fenêtre du salon, tenant encore un exemplaire des Évadés, le livre de 1979 qu'il avait écrit sur les évasions de prison en temps de guerre et qui comprenait l'histoire de son père. Sa mort n'a pas seulement marqué la fin d'une vie, mais aussi la fin d'une époque dans la télévision publique française, où les journalistes comme Daniel, avec leur sérieux et leur dévouement, ont été progressivement remplacés par des styles plus modernes. Son collègue Gérard Holtz, dans une interview à CNews, a déclaré avoir ressenti un immense vide en apprenant